le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première sortie de la page internationale au grand journal du 14h depuis la capitale des grandes universités du monde, Erlich Dorelas, pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Inde, l'aide internationale afflue pour soutenir le pays submergé par la pandémie de Covid-19. L'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie. Pour faire face à la situation, New Delhi a demandé une aide extérieure. L'Union européenne et les États-Unis ont répondu à cet appel et se mobilisent pour venir en aide aux Indiens. Voici un reportage de nos confrères de la RT. New Delhi, véritable ville fantôme. La capitale indienne est confinée depuis lundi dernier et le sera une semaine de plus suite à la prolongation du confinement décidé par le gouvernement. Il faut dire que l'Inde n'est pas épargnée par le Covid-19. 17 millions de cas, dont près d'1 million sur les 3 derniers jours. Le pays compte également près de 200 000 morts depuis le début de la pandémie, soit le deuxième pays le plus touché au monde. Hôpitaux bondés, la capitale est en manque de réserves d'oxygène et de lits. Une situation intenable pour la population. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de Ghaziabad. Tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Je me suis donc rendu à l'hôpital Rajiv Gandhi où l'on nous a chassés, même de l'entrée, en disant qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Puis nous sommes arrivés ici et il a été testé pour le coronavirus, mais ils n'ont même pas prescrit de médicaments pour lui. Je ne parviens pas à comprendre ce que je dois faire. Je ne vois pas de solution. Que puis-je faire? Je n'ai rien mangé ni bu depuis ce matin. Je n'ai fait qu'essuyer rejet sur rejet. Cette situation est due à un triple mutant indien. Plus contagieux, ce mutant fait des ravages dans tout le pays et semble hors de contrôle au point que l'Inde en est venue à demander de l'aide extérieure. L'Union européenne a répondu à cet appel par le biais d'Ursula von der Leyen. Le mécanisme européen de protection civile va être activé et permettra aux États membres de coordonner leurs aides et de déployer des moyens dans le monde entier en cas d'urgence. Alarmés par la situation épidémiologique en Inde, nous sommes prêts à soutenir. L'Union européenne met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d'assistance de l'Inde via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Nous sommes en pleine solidarité avec le peuple indien. Des propos qui font écho à ceux d'Angela Merkel. La chancelière allemande a annoncé ce dimanche que son gouvernement se prépare à fournir une aide d'urgence à l'Inde. Les États-Unis ont également répondu présents, en annonçant qu'ils déploieront des moyens pour venir en aide au gouvernement et aux aides-soignants indiens. Les États-Unis ont identifié la provenance d'ingrédients spécifiques nécessaires à la production en Inde de vaccins anti-Covid qui vont être immédiatement fournis à l'Inde. Une aide mondiale nécessaire pour le 4e pays le plus meurtri par le Covid-19. En Israël, la police israélienne rouvre l'accès aux abords de Jérusalem-Est. La police israélienne a autorisé dimanche soir les Palestiniens à pouvoir de nouveau accéder à une promenade aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Une mesure destinée à apaiser les tensions de ces derniers jours, a constaté un journaliste de l'AFP. Voici un reportage signé France 24. Les policiers israéliens viennent d'autoriser la levée des barrières. Ces Palestiniens exultent. Immédiatement, ils réinvestissent la place devant la porte de Damas. La décision de rouvrir est juste. Ils ont arrêté l'agression contre les Palestiniens. C'est une bonne décision qui va dans la bonne direction. Les Palestiniens ont récupéré un de leurs droits. Maintenant, ils peuvent se déplacer librement dans cette zone et rester à l'endroit où ils aiment être. Cet accès qui mène à l'esplanade des mosquées avait été fermé par Israël au début du Ramadan. Une décision incompréhensible pour les Palestiniens en ce mois sacré pour eux. Vous savez, les gens qui viennent, les familles, après la prière, ils veulent s'asseoir ici, écouter les compteurs, manger quelque chose, boire du café. Et généralement, à minuit, ils rentrent chez eux tranquillement. C'est tout ce dont nous avons besoin pendant le Ramadan. La décision de fermer cette place avait donc provoqué des tensions. Tensions décuplées lorsque des juifs d'extrême droite avaient décidé de manifester à proximité de la porte de Damas.
une provocation pour les Palestiniens. Jeudi, de violents heurts avaient éclaté avec la police israélienne. Ces violences, qui se sont poursuivies le week-end dernier, ont poussé les forces de l'ordre israéliennes à faire marche arrière. Mais celles-ci ont prévenu, elles resteront mobilisées pour empêcher de nouveaux heurts. Au Nigeria, Boko Haram endeuille l'armée, 31 soldats tués, surprise par les combattants de l'État islamique. L'armée affirme avoir essuyé d'énormes pertes humaines et matérielles. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 31 soldats nigérians ont perdu la vie dimanche dans des affrontements avec des djihadistes liés à l'État islamique. Les terroristes avaient tendu une embuscade à leur convoi dans la localité de Menok, non loin de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Surprise par les combattants de l'État islamique, l'armée affirme avoir essuyé d'énormes pertes humaines et matérielles. Le convoi militaire qui a été attaqué a cheminé des armes vers Maïdougouri. Dans les échanges de tirs, les djihadistes ont saisi des armes et 2 blindés avant d'envahir une base militaire de Menok. Cette localité de l'État de Borno a été plusieurs fois prise pour cible par les djihadistes qui avaient déjà envahi sa base militaire. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest installent fréquemment de faux postes de contrôle le long de la route qui relie Maïdougouri à Damatori dans l'État voisin de Yobe. Direction la Bélarussie, le président du Bélarus, Loukachenko, place son fils en orbite. Le dirigeant autocrate souhaite après sa mort que le pouvoir soit transféré à un conseil de sécurité nationale où son fils Victor a un rôle prééminent. Voici un reportage signé Euronews. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, pense à sa succession. Il annonce vouloir changer la loi dans la perspective de sa mort. Le pouvoir serait alors transféré entre les mains du Conseil de sécurité nationale où son fils Victor joue un rôle éminent. Beaucoup d'observateurs prêtent depuis longtemps au président Loukachenko l'intention d'établir une dynastie politique, ce qu'il a toujours réfuté. Si demain il n'y a pas de président, y a-t-il suffisamment de garanties pour que tout se passe bien? Non. Donc je signerai un décret dans les jours qui viennent sur la structure du pouvoir au Bélarus. Si le président est tué, le Conseil de sécurité détiendra le pouvoir dès le lendemain. La loi actuelle stipule que le Premier ministre assume la charge présidentielle en cas de vacance du pouvoir, mais Alexandre Loukachenko souhaite que la réalité du pouvoir revienne à ce Conseil de sécurité. Le président Loukachenko a été confronté l'an dernier à des mois de manifestations réclamant sa démission après des élections que ses opposants estiment truquées. Il est au pouvoir depuis 1994. Direction les États-Unis, les 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le bilan des 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche est marqué par des décisions en totale rupture avec la politique de son prédécesseur Donald Trump. Le plus grand succès du nouveau président américain réside dans les chiffres de la vaccination, alors que 200 millions d'Américains ont déjà été vaccinés contre le coronavirus. Voici un reportage signé I24 News. 20 janvier 2021, Joe Biden prête serment et devient officiellement le 46e président des États-Unis. Après les adieux discrets de Donald Trump, dans la foulée des émeutes au Capitole, le changement suscite l'espoir et parfois quelques craintes. C'est finalement l'optimisme qui l'emporte. Pas de Sleepy Joe. Dès sa première semaine dans le bureau ovale, le président démocrate sort la politique environnementale de Washington de son sommeil, en signant plusieurs décrets avant d'annoncer un sommet mondial, théâtre de propositions concrètes. Les États-Unis réduiront de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un geste très applaudi, mais à l'heure de la pandémie, c'est surtout avec le sursaut dans la campagne de vaccination américaine qu'il frappe le plus fort. Notre plan commence par la mise en place d'une campagne de vaccination agressive, sûre et efficace pour atteindre notre objectif de 100 millions d'injections dans les 100 premiers jours de notre mandat. Bilan, résultat doublé, avec 200 millions de doses administrées dans le pays. La promesse est tenue. Joe Biden surfe sur ses premiers succès. Il fait adopter un plan ambitieux de soutien de l'économie, un autre pour combattre l'épidémie des armes à feu. L'ancien vice-président de Barack Obama est confronté à sa première crise politique sur le dossier de l'immigration. Il s'accroche malgré tout.
Sur la scène diplomatique, Joe Biden n'hésite pas à tenir tête à Vladimir Poutine et Xi Jinping avec des formules qui font mouche, sans pour autant provoquer de vent de panique. Le nouveau président américain reconnaît officiellement le génocide des Arméniens et surtout s'engage à reprendre les négociations sur le nucléaire iranien. Un dossier qui justement préoccupe Israël. L'État hébreu scrute de près les intentions du successeur de Donald Trump. Pas de coup de fil au Premier ministre Benjamin Netanyahou pendant plusieurs semaines. La peur était bien là. Depuis, son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, venu officiellement en visite en Israël, a promis que le soutien américain serait toujours là. Reste à savoir si Joe Biden considérera le Moyen-Orient comme une priorité ou pas. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce lundi. Au micro pour la présentation, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Production EdProd, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui. Boston 57 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius. À Jacmel 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Joyeux lundi, joyeuse semaine. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. À demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.